Bonsoir, shalom aleichem, comme prévu, 20h30 tous les mardis, mais cette fois-ci on est à la maison parce qu'on ne peut pas sortir à cause de la situation. Alors on va parler de quelques halachot qui nous concernent à cause de la situation. C'est des réponses que j'ai reçues des rabbanim poskei halacha dans le Bet HaMidrash Yechveh Da'at de Rav Ovadia Yosef Zatzal, que j'ai reçu de Rav David Yosef et de Yerushalayim aussi. Et il y a des courriers qui doivent arriver pour celui qui demande à l'écrit. Je lui montrerai à l'écrit. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces halachot, de la situation où on traverse. C'est pour ça, ça fait une semaine que j'ai demandé. Baruch Hashem, j'ai eu les réponses. Et alors, on va développer déjà les questions d'aujourd'hui concernant les mikveh pour les femmes. On a dit tout à l'heure dans le cours de l'après-midi que les mikveh des femmes, normalement, on n'a pas à le repousser. Mais à cause de la situation sanitaire et qu'il y a des femmes qui ont peur pour des raisons, ou des femmes qui ont des symptômes, ou il y a des femmes qui n'ont pas des symptômes, mais qui sont porteurs sans savoir, il faut faire très attention. Mais il faut que vous sachiez qu'on ne peut pas obliger la femme si elle a peur, mais si la femme elle est courageuse et elle veut y aller, il y a des mikvaot que j'ai parlé avec plusieurs balaniyot, qu'ils sont désinfectés, ils ont chauffé l'eau à une température élevée pour que le microbe ne peut pas résister dans cette chaleur-là, et ils ont doublé le chlore. Mis à part ça, il n'y aura pas de contact entre la femme et la balanite, même pour payer. Et il n'aura pas à payer pour ne pas avoir des transferts des objets entre la balanite et la femme. La femme, elle va rentrer dans une douche et pas dans un bain et pour se préparer avant de rentrer dans le mikveh. Et au moment qu'elle est prête, il faut faire très vite. La balanite, elle va la faire tremper au mikveh. Et en partant, elle va prendre avec elle toutes les affaires qu'elle a ramenées, que ce soit coton-tige, etc. Et entre chaque femme, ils vont mettre un cachet de chlore. Alors, c'est-à-dire qu'en réalité, tout est fait d'après la loi hygiénique qu'il faut pour que la femme, Be'ezrat Hashem, elle aura toutes les choses comme il faut. Alors il y a des bruits qui courent, que la femme elle a le droit de se laver dans la salle de bain pendant 4 minutes, ou qu'elle a le droit à la piscine, ceux qui ont des piscines à la maison. Tout ça c'est faux et archi faux. Il n'y a aucune autorisation pour une femme si ce n'est pas le mikveh ou à la plage. Alors le mikveh, Baruch Hashem, et des mikvot, par exemple à la rue Riquet, dans les 19e, il y a plusieurs mikvot que j'ai parlé avec les balaniyot, qui ont tous les stricts qu'il faut. Maintenant, concernant le mikveh de vaisselle, pour la vaisselle. Alors la chose la plus simple, c'est qu'on donne à un goy la vaisselle matana gmura, comme un cadeau, et on lui demande qu'il nous rend cette vaisselle, qu'il nous prête cette vaisselle longue durée. Et comme ça, on peut l'utiliser sans le tremper au mikveh. Rav Auerbach Zatzal, il dit qu'on n'a pas besoin, dans la situation qu'on se trouve aujourd'hui, on n'a pas besoin de tremper la vaisselle au mikveh. Comme ça, il dit Rav Auerbach. Il y a une machloket, est-ce que tremper le mikveh c'est midoraita, miderabanan, mais d'après l'avis que c'est miderabanan, alors ou on donne à un goy, ou on l'utilise comme ça. Est-ce qu'on a le droit d'acheter de grosses quantités de chametz à cause de la situation pour pouvoir vendre et après le consommer après Pessah? Vu la situation, on a le droit. En général, on n'a pas le droit d'acheter beaucoup de chametz pour le vendre, pour après l'utiliser après Pessah. On n'a pas le droit. Mais cette année, avec la situation qu'on se trouve, Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il va venir, mais on a le droit de le faire. Shabbat, on a le droit de sortir avec un masque et il n'y a pas un problème de porter. C'est lui qui doit sortir, il a le droit. Il ne faut pas sortir, on n'a pas le droit de sortir. C'est la loi civile. Dina de Malchuta Dina, mis à part Dina de Malchuta Dina. J'ai rapporté le Zohar HaKadosh dans Parashat Noach, Ot Ain Tet. Et j'ai rapporté aussi dans Parashat Bo, que là-bas c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Lo yitze ish mi beto, qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison la veille qu'on est sorti d'Égypte. Le Zohar HaKadosh, j'ai ramené la référence Noach, Parashat Noach, Ot Ain Tet, il dit Ksheyesh magefa, quand il y a une épidémie dans la ville, l'ange de la mort il se promène dans la rue.
Et quand l'ange de la mort il se promène dans la rue, il a le droit de prendre celui qu'il veut. Il ne fait pas la distinction entre un tzaddik ou un rachat. C'est-à-dire celui qui sort dans la rue, il se met en danger de mort. On a le droit de sortir à l'extérieur uniquement pour des choses qui sont vitaux, comme acheter la nourriture, ou pour aller shalom voir un docteur ou le pharmacien, mais pas plus que ça. C'est lui qui doit sortir Shabbat pour des raisons obligatoires. Il a le droit de sortir avec le masque et on n'a pas le droit, pourquoi? Et on n'a pas le problème de porter. On a le droit. Pourquoi? Pour la simple raison qu'au moment qu'on le met, ça fait pour protéger le corps. Et quelque chose qu'on le met pour protéger le corps, il fait partie comme des habits. Comme on sort avec les habits, alors on a le droit. Deuxième chose, on a le droit concernant les jeunes de premier-nés de se rendre quitte avec des Facebook, avec Zoom, avec tout le matériel qu'on a pour écouter en direct le Siyum Masechet pour Ta'anit Bechorot, et on va l'organiser dans notre communauté Be'ezrat Hashem en vidéoconférence. C'est lui qui l'a raté, il ne faut pas qu'il jeûne. C'est lui qui l'a raté, il faut tout faire pour ne pas rater, mais c'est lui qui l'a raté, il ne faut pas qu'il jeûne. Même le jeûne de demain, que le rabbinat d'Israël, ils ont fait sortir des lettres, que dans le monde entier on doit jeûner, nous les Juifs de France, on n'a pas le droit de jeûner parce qu'on est très très touchés. Et on n'a pas le droit de jeûner, le corps il n'est pas assez fort, et on n'a pas le droit d'affaiblir encore le corps et se mettre en danger, c'est strictement interdit. Si vous voulez participer, vous avez une meilleure façon de participer, c'est en faisant le ta'anit dibour, jeûne de la parole, faire jeûne de la parole. Alors on n'a pas le droit de jeûner ni demain, d'accord, la demi-journée que les rabbinim ils ont dit en Israël, pour le monde entier, nous en France, on n'a pas le droit de jeûner, et mis à part ça, le ta'anit bechorot, be'ezrat Hashem d'ici là, qu'on aura des nissim et niflaot, mais ta'anit bechorot, ou par Facebook, en vidéoconférence directe, ou si on a raté, alors on mange et on jeûne pas. Concernant la synagogue, on a le droit de fermer la synagogue et ne pas la cachériser pour Pessah parce qu'on ne peut pas sortir et on ne peut pas appeler le goy pour qu'il nettoie, à condition que c'est sûr et certain qu'on n'ouvre pas la synagogue pendant Pessah. Et comme on vient d'entendre dans les journaux qu'ils ont dit peut-être pendant 6 semaines, c'est-à-dire Pessah, on ne pourra pas y aller à la synagogue malheureusement, alors on n'a pas besoin de cachériser la synagogue. On ferme la synagogue, personne n'a le droit de pénétrer là-bas. Et après Pessah, toute la nourriture qui est là-bas, il faut tout jeter et ne pas garder. On va voir qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'il est en train de nous faire, il veut nous parler à travers de cette chose-là, à travers ce virus, petit comme il est, invisible, et on a très peur de lui. Hachem, il veut nous dire, vous n'avez pas cru à mon existence, vous n'avez pas cru à ma puissance, parce que vous ne m'avez pas vu, parce qu'on ne me voit pas. Moi, je vais vous ramener quelque chose que vous ne voyez pas et que vous croyez qu'il existe. Quelque chose qui est tellement petit que vous avez peur de lui, même si vous ne le voyez pas. C'est un travail de conscience que chacun doit faire en restant chez lui à la maison. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu cette loi rester chez nous à la maison. Ce n'est pas pour rien. J'ai rapporté aussi Gemara Sanhedrin, page Tzadikret. Là-bas, la Gemara dit, il est où le Mashiach? Là-bas, la Gemara elle dit, le Mashiach, ça fait 2000 ans, il est où qu'on l'attend? Là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, Mashiach yativ va pitra de Romi. Il est à Rome, en Italie. Et on a expliqué pourquoi il est en Italie, parce que le Vatican, ils ont pris les ustensiles de Beth Amikdash, et il attend qu'on lui rend les ustensiles, et parmi les ustensiles, là-bas, il y a la couronne de Mashiach. Et le Mashiach, il a besoin de cette couronne et de ces ustensiles pour y aller à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem. Comme ça, la Gemara dit. Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que la nature, elle n'est pas naturelle. La nature, elle n'est pas naturelle. Il ne faut pas croire que tout, d'après la nature, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Et on doit croire et pas avoir peur et avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger
pour plusieurs raisons. Une des raisons parce qu'on va fixer du temps pour étudier la Torah. Une des raisons parce qu'on fait un travail de conscience pour faire tchouva. Une des raisons parce qu'on ne fait pas stresser nos femmes et nos enfants à la maison. Et on n'écoute pas les journaux toute la journée. Et WhatsApp et Facebook. Et on ramène l'angoisse à la maison et la peur à la maison. À partir du moment qu'on vit avec la simcha et qu'on vit avec la joie et qu'on ne rend pas la chose réelle, parce que c'est lui qui rend quelque chose réel, cette chose, elle se réalise, chas v'shalom. C'est marqué dans la Gemara, man de kapid, kabdidan ba'de. C'est lui qui veut rendre la chose réelle, la chose elle deviendra réelle, chas v'shalom. On reste chez nous à la maison, Baruch Hashem, on a les mezuzot, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël la veille des sorties d'Égypte. La Gemara Erkin, page Tedvav Amud Bet, dit c'est lui qui fixe de temps pour étudier la Torah, il n'a pas à avoir peur de cette période qu'on est en train de traverser. N'est pas avoir peur ni pour la parnassa, même qu'on voit autour de nous que tout il est en train de s'écrouler, comme un château de cartes. Toutes les grandes sociétés, la bourse, les banques, les sociétés pétrolières, les frontières, ils sont en train de fermer. Les avions, ils sont cloués, des dizaines de milliers d'avions, ils sont cloués au sol. Ça fait très très peur. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en chômage partiel. Ça fait peur, ça fait peur. Mais nous, on n'a pas à avoir peur parce que ça ne nous concerne pas. Akadosh Baruch Hu, il parle à nous à travers ces choses-là. Et on ne doit pas rendre ces choses réelles. Tu dois te dire... Akadosh Baruch Hu, j'ai compris ton message. Stop, on arrête là. Il y a un rave, dès qu'il y a un bouton de sa chemise qui tombait, il disait Hachem, j'ai compris que tu voulais me transmettre quelque chose. J'ai compris, on arrête là. J'ai pas besoin plus que ça. Le travail de Yetzer Hara, c'est de nous faire rentrer des peurs en permanence. Comme ça c'est marqué dans Chovat Al-Vavot, dans Rabbeinu Bechaye, il y a 750 ans, dans la Agdama de Shar HaBitachon, il dit qu'il veut nous montrer Tzel Harim Keharim, qui nous fait croire que l'ombre des montagnes, c'est des montagnes. La montagne, elle n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. Tout ça, c'est que des illusions qui veulent nous faire pour nous faire peur. La peur, elle n'existe pas. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire attention. On n'a pas le droit de sortir. On doit bien se protéger. On doit écouter tous les consignes. Oui, mais on doit ne pas avoir peur. La peur, elle est quelque chose de plus que c'est nous qui on la rajoute. Chaz v'shalom. C'est marqué dans Micha, chapitre Zain, Pasuk Tedvav, qui yemetzetra me'eretz Mitzrayim. Avant que le Mashiach va venir, je ferai en sorte que tu vivras qu'est-ce que tu as vécu, qui yemetzetra Mitzrayim, comme le jour de ta sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé la veille de la sortie d'Égypte? Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de rester à la maison et de ne pas sortir. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on est la veille de la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem. Tout le temps on dit, Ikifta demshicha, on voit le talon de Mashiach. Maintenant on ne voit plus le talon de Mashiach, on voit le Mashiach lui-même, il est là avec ses deux pieds. Le Mashiach, il est là, Be'ezrat Hashem, ce n'est pas une question des mois et ce n'est pas une question des années, c'est une question des heures ou des jours, Be'ezrat Hashem, que le Mashiach, il doit se dévoiler. Hashem, il parle à nous et on doit comprendre le message de Hashem. La paracha de cette semaine, elle commence Vaïkra el Moshe. Qui l'a appelé à Moshe? En général, toujours c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe. Ici c'est marqué Vaïkra el Moshe, c'est pas marqué qui l'a appelé Moshe. C'est pour nous enseigner à nous qu'Akadosh Baruch Hu, il nous appelle mais on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, il se met sur des ondes et nous on est sur des autres ondes. On est obligé de changer des ondes. Tu ne veux pas changer des ondes? Alors Akadosh Baruch Hu, il va se mettre sur tes ondes, il va te parler dans la langue que tu comprends. Si tu comprends la langue matérielle, alors je te parlerai dans le matériel. Tout va s'arrêter, le travail, Chaz v'shalom, toutes les choses qu'on voit, toutes les choses qui font peur qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, on a compris ton message. On prend sur nous un travail de conscience, Be'ezrat Hashem, et on fait tchouva. Ça, on commence le cours avec ça. Maintenant, on va commencer le sujet. Le sujet de cours, c'était Ilchot, la kashérisation des Pessah. Il faut savoir que la kashérisation des vaisselles des Pessah qu'on va parler, elle est différente. Ce n'est pas de la même manière qu'on kashérise les hôtels, qu'on kashérise les endroits qui sont publics, il y a beaucoup de monde. La kashérisation qu'on va étudier Be'ezrat Hashem ensemble, c'est la kashérisation de la maison. La cuisine de la maison elle-même, etc. Alors il y a une différence entre les hôtels. Si vous avez entendu des autres choses qu'on va parler, ça concerne les hôtels.
Si vous n'avez pas entendu ces choses qu'on va dire, ça concerne la maison et ça ne concerne pas l'hôtel. Alors il ne faut pas confondre. Alors avant de commencer le cours, il faut comprendre le jargon de la cachérisation, comme on dit. Le langage de la cachérisation. Il faut apprendre c'est quoi Agala, c'est quoi Liboun, c'est quoi Liboun Kaved, c'est quoi Liboun Kal, Liboun le Khumra. Toutes ces choses, on va expliquer Be'ezrat Hashem et on va commencer à traiter la cuisine chose par chose Be'ezrat Hashem. Alors tout d'abord, il y a quelque chose qui s'appelle Agala. C'est quoi Agala? C'est extraire. J'ai pris une marmite, j'ai utilisé cette marmite avec des choses qui sont liquides. La marmite, elle a absorbé parce que la matière, elle se dilate. Quand il est chaud, il absorbe. Alors pour extraire, alors je suis obligé de faire sortir de la même manière qu'il a avalé. Et on va expliquer tout à l'heure. Ça s'appelle Agala. Liboun kal, liboun tout d'abord, ça s'appelle chauffer à blanc. Et liboun kal, c'est superficiel, c'est-à-dire chauffer à blanc mais superficiel. Et on va expliquer aussi tout à l'heure. Liboun kaved, que c'est très rare, on ne fait pas ça du tout à la maison parce que ça abîme la vaisselle. Même dans les hôtels, c'est rare. On le fait presque jamais, liboun kaved, c'est approfondi. C'est des niveaux beaucoup plus élevés, ce n'est pas les mêmes chaliments, c'est un chaliment qui est beaucoup plus professionnel et on ne parle pas de ça. Kebol'o karpolto, de la même manière qu'il a absorbé, de la même manière on va le faire rejeter ce qu'il a absorbé. Tvilat kelim, on a expliqué, c'est tremper la vaisselle au mikvé, mais il faut savoir qu'il y a une règle importante concernant la cachérisation. Si par exemple je veux cachériser un ustensile, faire par exemple agala, une marmite, il faut savoir que d'abord 24 heures avant, je dois la nettoyer. Je dois la laver, la nettoyer. À partir du moment qu'elle est lavée et nettoyée, je dois la déposer quelque part pendant 24 heures et ne pas l'utiliser. Et seulement après que j'ai laissé 24 heures, j'ai le droit de faire la agala. Et on va expliquer tout à l'heure c'est la agala. C'est quoi la agala? Maintenant il y a l'ibun kal, superficiel. C'est quoi l'ibun superficiel? Je prends un chalumeau et je brûle cette marmite-là au niveau qu'elle arrive, qu'est l'autre côté de la marmite. Par exemple, si j'allume le chalumeau à l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur de la marmite, je mets un morceau de Kleenex et le morceau de Kleenex, il commence à devenir marron. S'il commence à devenir marron, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a fait le... Et pourquoi on doit cachériser la marmite avec l'iboun et pas agala? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas attendre les 24 heures. Uniquement pour gagner les 24 heures. Alors j'explique, agala, on lave et on attend 24 heures et après 24 heures on le trempe dans de l'eau. Si on veut éviter ces 24 heures-là, alors on ne fait pas la agala, on fait le liboun. C'est quoi? On prend les chaliments, c'est un travail très difficile, c'est pas facile, il ne faut pas s'amuser avec ça, mis à part que c'est dangereux. Alors il est préférable qu'est-ce qui est agala, on fait agala et on attend les 24 heures qu'il faut, surtout qu'en ce moment malheureusement on a beaucoup de temps. On va continuer. Il faut savoir que si on n'a pas fait quelque chose avant Pessah, pour Pessah, presque on ne peut pas se rattraper. Je m'explique. Si à Sukkot, je n'ai pas construit ma souka avant Sukkot, pendant Chol HaMoed, je peux me rattraper, j'ai construit la souka. Si avant Sukkot, je n'ai pas acheté les 4 espèces, pendant Sukkot, je n'ai pas acheté les 4 espèces. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se rattraper, mais à Pessah, on ne peut pas se rattraper. Si la 6e heure de la journée elle a commencé, il y a des choses que je n'ai plus le droit de faire. C'est fini, c'est trop tard. Et on va expliquer Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que à Pessah, celui qui a chametz à la maison, kazait c'est à peu près 27 grammes, il a du chametz à la maison quelque part 27 grammes. Il est en train de faire un interdit de la Torah. Et on va expliquer les 4 interdits qu'on a concernant le chametz. Alors, bali matzeh, on n'a pas le droit d'avoir dans notre possession de chametz. C'est interdit. Si tu sais que quelque part il y a le chametz, à partir de 27 grammes, tu es obligé de le prendre et de l'éliminer avant Pessah. Si tu ne l'as pas fait, je ne parle pas de vente de chametz, on parlera de vente de chametz après. Si tu ne l'as pas fait, tu as transgressé un interdit de la Torah, chas v'shalom.
Autre chose, si par exemple je suis en train de cuisiner de la viande, je parle dans l'année, pas à Pessah, et il y a une goutte de lait qui est tombée dans la viande, alors je ne jette pas la viande. Pourquoi? Yesh inyan shel batel beshishim. Il est annulé, le lait il est annulé, parce qu'il y a 60 fois plus que la goutte de lait dans la marmite. Alors la viande, il annule le goût du lait. On est d'accord? C'est connu ça. Maintenant à Pessah, il y a une petite miette qui est tombée, mais vraiment minuscule, qui est tombée dans la marmite. Une petite miel de chametz qui est tombée dans la marmite. Tout le chametz, toute la marmite, elle est interdite. Chametz bekol shu bepesach asur bechayav karet. Celui qui consomme chametz à Pessah, et n'importe la quantité qu'elle est, même qu'elle est minime, je ne parle pas des microscopiques, mais presque. Chayav karet, chas v'shalom. Il a transgressé qu'on n'a pas le droit de consommer le chametz. C'est interdit de consommer le chametz. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bien se préparer, bien cachériser les choses et investir tout l'effort physique plus dans les endroits où il y a le chametz que dans les endroits où il y a la poussière. Parce que la poussière, ce n'est pas du chametz, la poussière. On n'est pas là à faire le nettoyage de printemps maintenant. On est là à nettoyer la maison, à éliminer le chametz. C'est ça la mitzvah. Il ne faut pas que la femme elle se fatigue et qu'elle fasse la maison maintenant et qu'elle arrive à aller la seder pour lire la Haggadah à 4 pattes, la pauvre. Elle n'arrive même pas à participer avec la famille, c'est strictement interdit. La halakha, elle dit qu'il faut éliminer le chametz, il faut aller chercher où est le chametz. S'il y a des endroits que tu es sûr et certain qu'il n'y a pas le chametz, tu n'as pas obligé de nettoyer cet endroit. Les toilettes, les salles de bain, la chambre à coucher, si ces endroits, on est sûr qu'on n'a pas fait rentrer le chametz, on n'est pas obligé de les cachériser. Si tu les cachérises, ça ne s'appelle pas les cachériser. Moi, j'appelle ça le nettoyage de printemps. Et tu es en train de faire tu perds des efforts physiques au lieu de les utiliser quelque part qu'il est utile à la cuisine. Et c'est dommage pour ta santé. C'est dommage pour la santé de nos femmes. Il faut savoir que le chametz, il vient des 5 céréales. Il y a 5 céréales que le chametz, il vient de là-bas. C'est-à-dire quoi? Si on a mis de l'eau, et on ne l'a pas fait travailler pendant 18 minutes, alors qu'est-ce qui se passe? Ça devient chametz. Les 5 céréales, c'est le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Alors, à partir de ce moment-là, s'il y a de l'eau qui est rentrée dedans, et on ne l'a pas fait travailler pendant 18 minutes, ça devient chametz. Ça gonfle. Et c'est pas kasher. C'est pour ça, pour fabriquer le matzah, alors vous voyez que les gens, ils travaillent à partir du moment qu'ils ont mis l'eau dans la farine. Il faut savoir, entre parenthèses, que la farine de la matzah, c'est pas la même farine qu'on achète pendant toute l'année. Il y a une farine spéciale, kasher le Pessah, qu'on ne la trouve pas dans le commerce. On n'a pas le droit de le vendre dans le commerce. Pour la simple raison, pour que les gens ils seront pas amenés à faire des gâteaux avec à la maison et qu'ils ne sauront pas comment gérer. Alors on ne le vend pas dans le commerce. Mais quelle est la différence entre la farine de toute l'année et la farine de Pessah? Que la farine de toute l'année, le blé, avant de le faire travailler, il le trempe un peu dans de l'eau. La farine de Pessah, il est surveillé mishat aktsira ve'achat asiya. Depuis le moment qu'ils ont commencé à couper le blé, il a été surveillé par un juif qui n'a pas été en contact avec l'eau, avec la pluie, avec l'humidité, etc. La farine est très très surveillée. Je referme la parenthèse. Alors c'est lui qui veut faire des gâteaux chez lui à la maison, il n'a pas le droit d'utiliser aucune farine. On a le droit avec la fécule des pommes de terre, avec la farine des matzah, mais pas pour tout le monde. Ceux qui ils font attention au shrouya, ou qui font attention aux kitniyot, etc. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Il faut faire attention aussi, il y a des boissons qu'on n'a pas le droit de les garder, que c'est chametz mamash, c'est du vrai chametz. Par exemple la bière. La bière, on n'a pas le droit de la garder à la maison pour la mimouna ou pour après. Pourquoi? Parce que la bière, c'est de l'orge. Whisky, c'est la même chose, on n'a pas le droit. À partir du moment qu'on a une grosse quantité et qu'on ne peut pas les jeter, pourquoi? Parce que Mishum shechasa Torah al mamonam shel Israël, parce que la Torah, elle fait attention non plus qu'un juif ne perde pas son argent, le pauvre. Mais à partir du moment qu'il te reste une bouteille, ça va, c'est pas... En réalité, la vente de chametz, c'est fait plus pour les épiciers.
c'est fait plus pour les gens qui se trouvent, les traiteurs, qui achètent des grosses quantités et qui n'ont pas pu les liquider avant. Alors ils les vendent pour... Mais chez toi à la maison, il faudra calculer bien avant Pessah de finir. Non avant Pessah, à Purim, on met dans Mishloach Manot tout le Chametz pour qu'il ne reste plus rien du tout chez nous. À la maison, il faut calculer toutes ces choses-là pour ne pas arriver à faire la vente de Chametz. Mais si malheureusement c'est arrivé, alors tu fais la vente de Chametz. Et surtout cette année, je répète la halakha que j'ai dit au début du cours. C'est pas moi que j'ai dit cette halakha parce que je ne suis pas connaisseur de ces halakhot. C'est-à-dire, j'ai eu des réponses des rabbanim qui sont posqués halakha de Yerve Da'at, qui m'ont dit qu'on a le droit cette année particulièrement d'acheter Chametz à des quantités élevées pour pouvoir les consommer après Pessah et faire la vente de Chametz à condition qu'on a fait la vente de Chametz comme il faut. La vente de Chametz, on peut faire ça sur le site de Chabad, d'accord, ou sur le site de consistoire. Il faut faire la vente sur des sites qui sont reconnus. Parce que si tu fais la vente dans des sites qui ne sont pas reconnus, et la chose elle est mal faite, pas comme il faut, il y a un problème. Mis à part ça, si tu as un appartement en Israël et un appartement en France, il faut faire attention comment tu fais la vente, parce que là-bas la vente elle est faite plus tôt, et après ils rachètent le Chametz de chez le Goy plus tôt. Et chez toi ici en France, Pessah il n'est pas sorti encore. Alors dans ta possession, chez toi là-bas en Israël, tu auras le Chametz. Alors comment on fait? Il faut vendre ce Chametz-là qui se trouve à l'étranger, la maison, dans deux endroits. Et dans un endroit reconnu en Israël par la Rabbanout, et aussi en France. Il faut faire ça dans les deux endroits pour avoir la conscience tranquille. On continue. Il y a 4 interdits d'avoir le Chametz dans la Torah. Il y en a 3 qui sont négatifs et une qui est positive. La première négative, elle est on n'a pas le droit de consommer le Chametz. La deuxième, on n'a pas le droit d'avoir dans notre possession le Chametz. Et la troisième, Baliyerae, on n'a pas le droit de voir le Chametz. D'accord? Et la mitzvah positive concernant le Chametz, c'est de Ashvatat HaChametz. Comme ça c'est marqué dans Shemot, chapitre Yud-Bet. Les 4 ils sont rapportés là-bas. Et chapitre aussi 13. Dans les 2 chapitres ils sont rapportés les 4. Alors le 4e mitzvah positive cette fois-ci, c'est d'éliminer le Chametz. Ashvatat HaChametz. C'est d'éliminer le Chametz. Concernant le mois de Nissan, Be'ezrat Hashem, jeudi c'est Rosh Chodesh, à partir de mercredi soir, demain soir c'est Rosh Chodesh, et pendant une journée Rosh Chodesh Nissan. À partir de Rosh Chodesh Nissan, on n'a pas le droit de faire des tachanunim, jusqu'à la fin de Rosh Chodesh Nissan. On n'a pas le droit d'aller au cimetière, de toute façon on ne peut pas sortir même demain. Alors celui qui a l'habitude d'aller veille de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de sortir, c'est strictement interdit, et c'est très dangereux, et encore c'est plus dangereux y aller au cimetière. Alors chacun y reste chez toi, Be'ezrat Hashem. On a l'habitude aussi, Rosh Chodesh, Nissan, faire Tfilat Hashla Kadosh. C'est une prière pour la réussite de nos enfants. Et on a aussi la mitzvah de Birkat HaIlanot. Zrizin Magdimin les mitzvot. Le plus tôt possible, c'est mieux. Cette année, comme on ne sort pas, alors on le fera, Be'ezrat Hashem, dès qu'on aura l'occasion de sortir. À la synagogue, on a les arbres qu'il faut. Et Berov Amadrat Melech, on le fera Be'ezrat Hashem tous ensemble. On va continuer, il y a une mitzvah aussi qui s'appelle Kimcha de Pisra. Kimcha de Pisra, c'est une mitzvah, il y en a qui disent qu'elle est mideoraita, que c'est d'après la Torah, d'aider les autres pour qu'ils puissent avoir à table ce qu'il leur faut. S'ils sont dans le besoin, il faut les aider. Alors dans chaque communauté, ils ont une caisse et ils ramassent. Et c'est une mitzvah, et il y en a qui disent que c'est une obligation, et Maran il dit que c'est une obligation si c'est ta synagogue à toi. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail, l'ordre d'obligation, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, etc. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ça, mais il y a la mitzvah de Kimcha de Pisra. La Haggadah, elle commence en araméen. Toute la Haggadah, elle est en hébreu. La Haggadah, elle commence Halach ma'anea di achla vatana be'ara de Mitzrayim kol derfin yete ve'echol kol detzrich yete ve'ifsach. Tout ça c'est en araméen. Pourquoi c'est en araméen? Parce qu'à l'époque, ils ne parlaient pas l'hébreu. Ils ne parlaient pas la Shona Kodesh. Ils parlaient qu'en araméen. Alors c'était
une halakha on disait aux gens, Alach ma'ania, voici le pain des gens qui sont pauvres, ou il y en a qui expliquent le pain de misère, qu'il n'y a rien à l'intérieur, ou il y en a qui expliquent Alach ma'ania, lechem sha'onin bo arbe, c'est le pain avant que tu le consommes, la matzah, il y a beaucoup à lire, toute la Haggadah, Chidushim, Svarot, etc. Ok, on continue. Avant Pesach, il y a Shabbat qui s'appelle Shabbat Agadol. Ce n'est pas ce Shabbat qui arrive, Be'ezrat Hashem. Vaïkra, le Shabbat d'après, ça s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi Shabbat Agadol? Il y en a qui disent, parce que dans la Haftara, c'est marqué Ina anochi sholach lachem et Eliya hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol ve'anora. Puisque c'est marqué Agadol, alors on l'appelle Shabbat Agadol. Il y en a qui disent, le Ben Ishchai HaKadosh dit que ça s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que le Rav, il doit donner un grand discours. Le grand discours de Rav, on a appelé ça Adrasha Agdola. Le grand discours de Rav. C'était quoi le grand discours de Rav? C'est tout ce qu'on est en train de faire. Maintenant, toutes les lois et toutes les questions que les gens ils avaient, alors le Rav, il leur répondait sur toutes les choses-là. Maintenant, on va commencer à parler de la kashérisation de la vaisselle. Alors, celui qui a la possibilité d'avoir deux vaisselles, une vaisselle pour Pessah et une vaisselle pour toute l'année, magnifique. Mais je sais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de voyager chaque année. Ils ne passent pas Pessah à la maison, alors aujourd'hui, cette année, tous, nada. On est tous dedans, on a tous le même problème, qu'on n'a rien. Et on ne peut même pas aller acheter. Parce qu'on ne peut pas sortir. Et même si tu vas sortir, il y a le mikvé. Tous les problèmes, c'est-à-dire on s'est fait tout savoir en réalité. Akadosh Baruch Hu voulait nous montrer c'est quoi Pessah. Le vrai Pessah, c'est avec ta femme et tes enfants. Vigadta lebincha, la vraie mitzvah, bien comme ils font, on la fera cette année. Avec le strict minimum, mais avec beaucoup de joie. Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de smachot. Alors on a expliqué concernant la kashérisation de la vaisselle, kebol'o karpolto. De la même manière que la marmite ou l'ustensile que tu veux kashériser, il a absorbé le chametz, c'est comme ça qu'il va le rejeter. Alors, il y a des choses qu'on peut kashériser, il y a des choses qu'on ne peut pas kashériser. Et il y a des choses qu'on n'a pas besoin de kashériser. Il faut faire attention. Là, je parle des choses qu'on peut kashériser. Alors maintenant, il y a deux façons de kashériser. Ou agala, ou liboun kal, comme on a expliqué. Alors, tout ce qui est agala, c'est toutes les choses que tu as utilisées à chaud dans le liquide, que tu as mis sur le feu dans le liquide. Il y a des choses qu'on utilise à chaud, pas directement dans le feu. Je donne un exemple. La cuillère que tu bois la soupe, est-ce qu'elle était dans la marmite, sur le feu? Non, il y a une louche. Alors cette cuillère-là, ça s'appelle déjà qu'elle a consommé le chametz dans quel isheni. Il y a une autre façon de kashériser les couverts. Moi, je parle maintenant des marmites qui étaient avec des liquides directement sur le feu. De la même manière qu'elle a absorbé, c'est la même manière qu'elle va rejeter. Alors, comment tu cachérises? Tu prends une très grande marmite, tu mets de l'eau à l'intérieur et tu attends que l'eau elle bout. Il ne faut pas attendre à 1 degré, 100, 180, 200. C'est pas ça, c'est pas le degré qui compte dans la cachérisation. Qu'est-ce qui compte dans la cachérisation? C'est que l'eau elle bout. Nous, au Maroc, on avait l'habitude, quand l'eau elle bouillissait, on prenait une pierre chaude, qu'on la mettait sur le feu et on la mettait encore dedans pour que ça soit encore beaucoup plus chaud. Vous connaissez, Baruch Hashem, les Marocains qui sont très. Comme ça, on faisait. Et c'est la meilleure chose à faire, même aujourd'hui, c'est lui qui peut. Alors, je répète, tu prends une grosse marmite, tu la remplis de l'eau. Quand l'eau, elle bout, pas qu'elle est très chaude, quand elle bout seulement, tant que ça ne bout pas, on ne peut pas cachériser. Tu prends l'ustensile et tu le fais rentrer tout entier. Si tu ne peux pas le faire tout entier, il y a des rabbinim qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. On peut le faire en 2 fois. Mais on autorise exceptionnellement cette année parce que les gens ne peuvent pas y aller acheter. Alors on autorise faire en 2 fois, mais en réalité il faut le faire en une seule fois. Il faut faire attention, si les manches en bois, il faut aussi bien nettoyer. J'ai expliqué que 24 heures avant, il faut bien nettoyer. Il faut toujours utiliser un produit qui abîme l'odeur que la marmite est là, parce que la marmite elle a absorbé en elle l'odeur. Elle a absorbé en elle aussi le goût. Et il faut faire noten ta'am livgam, il faut donner un goût qui n'est pas consommable, qui n'a pas le goût de la nourriture. Alors bien le laver avec de javel, avec un produit fort.
on va appeler ça. Un produit fort, je ne sais pas, choumanite, c'est très dangereux, il y en a qui mettent des gants, il y en a qui préfèrent ne pas utiliser, mais javel, c'est bon, ça suffit. Alors on a expliqué comment on cachérise les marmites qui étaient sur le feu avec des liquides. Quelque chose qui a été utilisé sur le feu, mais à sec. Je donne un exemple. Une poêle téflon, ça s'appelle en français. Normalement, le téflon, c'est fait pour ne pas mettre de l'huile et il n'y a pas de liquide. C'est un problème, le téflon. Nous, on ne cachérise pas du tout le téflon. Pourquoi? Parce que si tu vas faire l'iboun, tu vas l'abîmer. Et comme tu auras peur de l'abîmer, tu ne le feras pas comme il faut, alors le téflon, on ne le cachérise pas. Entre parenthèses, Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il a autorisé dans certains cas le téflon. Si vous avez l'habitude, vous le faites. Nous, chez nous, on n'a pas l'habitude de cachériser le téflon, mais c'est pas... Maintenant, les choses qu'on a utilisées à sec sur le feu. Des brochettes. On a pris de la viande et on a mis des oignons, des tomates. Il y en a qui mettent aussi du pain ou des pitas. Et ils mettent sur le feu. La brochette, elle a été utilisée avec le chametz sur le feu à sec. Ou des fois sur la grille où on met la viande, il y a des gens qui mettent là-bas des pitotes pour les chauffer un peu. D'accord? Alors la grille, elle est chametz, elle a utilisé le chametz à sec. Alors comment on cachérise ces choses-là? Avec l'iboun, on doit prendre, approfondi, on doit prendre un chalumeau professionnel et brûler cette grille, et brûler ces brochettes jusqu'à qu'il devienne rouge. C'est pas possible. Personne n'y peut faire ça. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de se mentir à soi-même. On ne peut pas le faire. Alors, puisqu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas les cachériser. Alors, il y a des choses qui ne sont pas cachérisables. Il y a des choses qui ne sont pas cachérisables. On ne peut pas faire les bounes à amok comme ça. On ne peut pas faire cette chose. Alors, il y a des choses qui ne sont pas cachérisables. On va continuer. On va maintenant passer vers... Quand je parle des verres, c'est la matière verre. Il y a des verres en verre, il y a des verres en porcelaine. Je ne parle pas de la porcelaine, je parle des verres. Et je parle des assiettes en verre. Alors la chose est comme ça. Il faut savoir que dans la Mishnah dans Gemara, dans la Gemara, c'est rapporté qu'à l'époque, le verre il est fabriqué avec de la terre. Et quand on mettait dans le verre à l'époque du thé, alors où il y a le thé, c'était chaud. Le reste de verre, il n'était pas chaud. Aujourd'hui, quand tu te fais un thé, tout le verre, il devient chaud. Alors le verre, il n'est pas vert. On ne parle pas de la même matière de l'époque. La Gemara, quand elle a parlé à l'époque, qu'elle a dit que le verre, il est cachérisable, c'est le verre de l'époque. Mais le verre d'aujourd'hui, il n'est pas cachérisable. Alors il y a beaucoup de rabbanim qui disent non. Mais Rav Ovadia Yosef, il dit, et nous on suit Rav Ovadia Yosef, il dit que le verre, il est cachérisable. Comment il est cachérisable? Puisque la matière, elle ne se dilate pas et elle n'a rien absorbé, alors on n'a pas besoin de faire agala. Qu'est-ce qu'on fait? On le rince bien avec un produit, bien qu'il enlève l'odorat ou le goût qu'il y a, et on peut l'utiliser. Tous les verres, ils sont comme ça, qu'on boit, tous les assiettes en verre, tout ce qui est matière verre. D'accord? Je ne parle pas de verre qu'on fait rentrer dans le four, ça c'est autre chose. Parce que c'est à sec, et il est en contact direct dans le feu. Le four, c'est considéré comme le feu. Alors, ce n'est pas cachérisable. Tous les je ne sais pas comment on appelle ça en français, les plateaux. Il y a des petits plateaux qu'on peut faire rentrer, on fait des gratins, des trucs comme ça avec des verres verts, ce n'est pas cachérisable. Parce que c'est rentré à sec, directement dans le four, et des fois, il y a la grille qui, elle marche. Ça, c'est qu'à gala, et on ne peut pas faire... pardon, pas à gala, c'est l'iboun, et on ne peut pas faire l'iboun. Tout ce qui est argile et porcelaine, incachérisables. On ne peut pas les cachériser. D'accord? S'ils sont même enveloppés avec des céramiques, on ne peut pas les cachériser. D'accord? À vie. Pas seulement à Pessah, même dans l'année, c'est du lait, tu veux le rendre de la viande, alors tu veux faire un gala, impossible. Ça restera tout le temps de viande, ça restera tout le temps de lait, ou ça restera tout le temps de chametz. On ne peut pas changer. On va y aller au frigidaire. Comment on cachérise le frigidaire? Il faut d'abord le stopper. Il faut l'arrêter pour dégivrer la glace qu'il y a. Il y a des gens qui ont le congélant, il y en a qui ont en bas, mais il faut que la glace, elle fond.
Parce que des fois, quand il y a la glace, dans la glace, il y a du chametz, parce qu'il y a des gens qui stockent des pitotes, ils stockent des baguettes, ou ils stockent des chalotes. Il y a des miettes là-bas, que tu ne le vois pas. Alors il faut d'abord dégivrer le frigidaire. Et après qu'on a dégivré le congèle et le frigidaire et tout ce qu'il faut, on fait vider de frigidaire tous les tiroirs, tous les casiers, tout. Nous on a l'habitude de les mettre dans la salle de bain, et là-bas on les nettoie avec de javel. Tout le temps avec de javel pour noter un tam livgam, pour enlever le goût, c'est important. Et les tiroirs aussi en verre, on ne fait pas à gala dans le frigidaire, c'est qu'à l'eau froide et du produit. Après qu'on a fini de nettoyer tout ce qu'on a mis dans la salle de bain, on va commencer à attaquer le frigidaire en lui-même. Le frigidaire en lui-même, il faut bien le nettoyer avec de javel, toujours avec de javel. Et il faut prendre une brosse à dents, dans le caoutchouc qu'il y a autour de la porte, il faut l'ouvrir un peu, il y a 2 couches là-bas, et souvent il y a du chametz à l'intérieur. Et bien nettoyer à l'intérieur, où il y a cet aimant-là, cet plastique qu'il y a autour de la porte. Il y a des gens qui sont mahmirim, après qu'ils ont tout cachérisé, que tout est ok, tout est propre, etc. Ils mettent des papiers alu, ils enveloppent tout ça avec des papiers alu. Il y a des gens qui font, c'est bien de le faire, c'est bien de le faire. Alors on a parlé du frigidaire et on a parlé des ustensiles. J'ai oublié de parler des couverts. Les couverts, c'est où tu fais bouillir une marmite et tu la fais rentrer les couverts à l'intérieur quand la marmite elle est très chaude. On n'a pas besoin d'avoir des bulles. J'ai expliqué pourquoi. Parce qu'on a utilisé le couvert Klisheni, il n'était pas en contact direct sur le feu avec le liquide. Et ça suffit, ça devient cachère. Mais bien évidemment, il faut bien les laver avec des produits. Il faut les laisser 24 heures et après 24 heures faire cette cachérisation. Ou dans le bouilloire, tu les fais rentrer dedans et tu les fais bouillir. Ou dans une marmite très chaude, tu les fais rentrer à l'intérieur, mais ce n'est pas la peine qu'il y ait le bout. Comment on cachérise le four? D'abord, on nettoie le four. Je ne parle pas des pyrolyses. Pour le moment, je parle d'un four qui n'a pas de pyrolyse. Il y a des gens qui n'utilisent pas. Et si c'est possible de ne pas utiliser, c'est la meilleure manière. C'est la meilleure chose à faire de ne pas utiliser. Je ne parle pas quand il y a une pyrolyse. Mais si on est obligé de l'utiliser, parce que Bléa Nara est une famille nombreuse, et on a les enfants en bas âge, et on ne peut pas s'en passer, alors tout d'abord, on le nettoie et on le frotte bien comme il faut le four. Au fond du four, dans le mur qui est en face dans le four, il y a un ventilateur avec des petits trous. Des fois c'est sur la droite, sur la gauche, mais en général c'est au fond. Il y a un ventilateur qui tourne. Il y a des trous là-bas aussi, il faut bien nettoyer avec une brosse à dents. Où il y a la lampe autour, il y a une lampe là-bas, il faut bien nettoyer. Après qu'on a nettoyé toutes ces choses bien comme il faut, et tout est propre, on le laisse reposer pendant 24 heures avec les produits. On les laisse reposer pendant 24 heures. Après qu'on l'a laissé reposer pendant 24 heures, on les met en marche, un maximum on les met en marche. Mais j'ai dit bien, il faut faire très attention que les plaques, ils ne sont pas cachérisables. On ne peut pas les cachériser, ni la grille, ni les plaques qui sont à l'intérieur. D'accord ? Et après que tu as tout nettoyé, comme on a dit, etc., tu les mets en marche au maximum pendant 1 heure. Et le four, il devient cachère. D'accord? Mais les plats qui ne sont pas cachérisables, pour les cachériser, il faut faire avec un chalumeau professionnel, il faut qu'il devienne rouge. Et comme c'est de l'émail, tu les tues, alors c'est fini. Alors on ne peut pas le cachériser. Ok. Alors maintenant, s'il y a une pyrolyse, vous savez comment cachériser avec une pyrolyse? On le nettoie bien, le four, et on le laisse reposer pendant 24 heures, et après on met la pyrolyse, et je conseille de mettre le pyrolyse à partir de minuit parce que ça consomme beaucoup d'électricité, et la note d'électricité, il paraît, elle est moins élevée à partir de minuit. C'est un conseil, comme ça j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, oui ou non. Maintenant, concernant les plaques en cuisine, alors il y a 2 sortes de plaques. Il y a ou les plaques électriques, les rondes, comme on avait à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui il y a ça, mais nous on avait ça à l'époque, où il y a céramique, le verre noir. Le verre à adduction, je crois en français ça s'appelle. On doit les nettoyer bien avec un produit très fort. Et bien qu'il n'y a pas de taches, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien du tout. À partir du moment qu'on l'a nettoyé, on doit verser de l'eau bouillante dessus. Ça ne va pas s'exploser parce que c'est fait pour. Et après qu'on a fait toutes ces choses-là, on les laisse allumer au plus fort pendant 1 demi-heure. Et pour nous, les Sfaradim, ça devient kasher. Les Ashkenazim, ils ne cachérisent pas les céramiques. Ils ne cachérisent pas
l'induction. Maintenant, le gaz. Où il y a le gaz qui sort, les quatre où il y a le gaz qui sort, comment on cachérise ça? On enlève toutes les pièces qu'on peut enlever de là-bas. On retire les fers, les carrés qu'il y a où on pose les marmites dessus. On retire toutes ces choses-là. À partir du moment qu'on a devant nous l'espace qui est vide, qu'il n'y a rien du tout là-bas, on doit le nettoyer bien, bien, bien. Bien, bien, avec une brosse à dents où il y a les ronds, etc. Avec des produits très forts. Choumanite ou du javel. Après, on verse de l'eau bouillante. Sur les mailles là-bas, on verse de l'eau bouillante. Après, on prend les ronds, tout ce qu'on a retiré, et on le lave avec de javel bien, bien, bien. Après qu'on a lavé avec de javel bien, on remet tout en place. Et on les laisse allumer pendant une demi-heure. On les laisse brûler pendant une demi-heure. Et on doit les envelopper avec des papiers alu. Il y a un papier alu qui est très, très épais, à 3 microns, ça s'appelle, ou 4 microns, et on doit envelopper les carrés qu'il y a sur la plaque. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, qu'il y a le feu, la marmite, et il y a des choses qui étaient renversées. Alors pour être tranquille, on met des papiers alu bien épais. Mais n'oubliez pas toujours, j'ai dit, quand on les nettoie bien, 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 on attend 24 heures et après on verse de l'eau bouillante, et que ce soit sur le carré, que ce soit sur les ronds, que ce soit sur les mailles. Et après qu'on a versé de l'eau bouillante, après on les laisse aussi allumer pendant une demi-heure. Alors on a parlé des 3 sortes de gaz. Maintenant il y a le micro-ondes. Il y a plusieurs étapes, il faut faire attention. Il y a 2 sortes de micro-ondes aussi. Il y a un micro-ondes avec une résistance à l'intérieur, et il y a un micro-ondes sans résistance. Je parle de micro-ondes sans résistance. Si on peut ne pas utiliser, on n'utilise pas. Si on ne peut pas s'en passer, alors voici comment on fait. On le nettoie bien, bien comme on a dit. On le nettoie bien comme il faut avec du javel ou avec du choumanite ou avec tous les produits qu'on sait qui sont forts. Dans tous les coins à l'intérieur où il y a les trous, où il y a la lumière, tout avec une brosse à dents à l'intérieur. Après, on attend 24 heures. Après qu'on a laissé reposer 24 heures, la troisième chose qu'il faut faire, on fait rentrer dans le micro-ondes un bol avec un bouchon de javel et de l'eau. Celui qui ne veut pas faire rentrer du javel, alors il peut mettre du myrrhe ou avec un produit piquant, et on le fait rentrer à l'intérieur et on le met en marche jusqu'à qu'il y ait la vapeur, qui est la bouée sur toutes les parois de micro-ondes. Et là, le micro-ondes, il est caché, mais je n'ai pas parlé encore de l'assiette. Moi, je parle que du micro-ondes. Et après, le micro-ondes, il est caché et on peut l'utiliser pendant Pessah, mais avec tout fermé. Pas ouvert, tout fermé. Normalement, on ne cachérise pas, mais puisqu'on a dit, bon, d'accord, on va le cachériser, mais il faut mettre tout dans des petits tiroirs, je crois que ça s'appelle, et on ferme et on chauffe comme ça. Maintenant, l'assiette, c'est comme tous les verres. Tu le nettoies bien, 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 avec des produits, et tu le verses de l'eau bouillante dessus pour faire bien les choses. D'accord? On verse de l'eau bouillante. Celui qui a un micro-ondes avec une résistance, ça ne s'appelle pas micro-ondes d'après la halakha. Chachamim, ils appellent ça un four, tout simplement. Alors, comme on a expliqué pour le four tout à l'heure, comme ça, tu fais la même chose pour le micro-ondes avec la résistance. Concernant le marbre, il faut faire attention. Il y a du vrai marbre et il y a du faux marbre. Il y a du granit, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses qu'on peut cachériser, il y a des choses qu'on ne peut pas cachériser. Moi, je parle du vrai marbre. Alors, s'il y a des fissures, il faut d'abord acheter une pâte de marbre pour boucher toutes ces fissures-là. À partir du moment qu'on a tout bouché, on le lave et on le nettoie bien, bien, avec des produits. D'accord? Et on va expliquer tout à l'heure, parce que je m'arrête là et j'aimerais aller l'évier. Pourquoi l'évier? Parce que pour cachériser le plan de travail, le marbre, il faut d'abord cachériser l'évier. On commence par l'évier et on va plus loin que l'évier. C'est comme ça la façon de faire. On ne commence pas par en haut et après on descend. Même d'après la logique, on doit faire comme ça, mais halachiquement, on ne fait pas comme ça. On commence à cachériser l'évier. Après qu'on a cachérisé l'évier, on attaque, on va un peu plus loin
de l'évier. Alors on va voir à l'intérieur. Alors il faut savoir que le vrai marbre, il faut faire attention s'il y a des fissures, acheter la pâte qu'il faut et fermer et boucher qu'est-ce qu'il faut. Après qu'on l'a nettoyé bien comme il faut, on a nettoyé bien avec le produit qu'il faut, etc. Alors on attend 24 heures. Après 24 heures, on prend de l'eau bouillante. C'est quoi de l'eau bouillante? Qu'elle bout encore. Et on verse, pas sur le marbre, on commence au plus près de l'évier et on va monter un peu plus loin et on s'éloigne. D'accord? Et quand on a fini, on l'enveloppe avec le papier aluminium qu'on a dit 3 ou 4 micros. D'accord? Il faut faire attention, si tu n'as pas attendu 24 heures parce que tu n'avais pas le temps d'attendre 24 heures, tu ne pouvais pas le cachériser avant, alors tu ne peux pas déposer des marmites, des choses chaudes sur cette surface-là que tu n'as pas attendu 24 heures. Maintenant, tout ce qui n'est pas marbre, mais c'est des faux marbres, d'accord? On ne peut pas le cachériser parce que c'est considéré comme de l'argile, c'est considéré comme de la porcelaine. Alors on a dit, tout ce qui est argile, porcelaine, on ne peut pas les cachériser, et c'est un problème. C'est un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laver, il faut le nettoyer, comme on a dit, mais faire très attention à mettre plusieurs couches des papiers alu à épais. Épais. Il y en a qui mettent sur le plan de travail une pierre bouillante chaude au moment qu'ils versent l'eau. Pourquoi? Comme ça, quand l'eau elle arrive, elle récupère la chaleur encore avec la pierre chaude. Comme ça, c'est sûr et certain. Au Maroc, nous, on avait l'habitude comme ça. Dans certains livres, c'est marqué qu'il faut faire comme ça. Comme ça, c'est sûr et certain que la chaleur de l'eau, elle est restée, elle n'a pas perdu le temps que j'ai pris du feu et j'ai renversé sur mon plan de travail. Alors maintenant l'évier, en réalité il faut commencer par l'évier et après le plan de travail. Il faut commencer par l'évier et après s'éloigner, mais c'est pas grave. On va aller maintenant dans l'évier. L'évier, il faut bien, je parle en évier d'inox, en évier en inox on va parler pour le moment. Un évier qui est en inox, alors c'est comme matière d'inox. On doit bien le laver, bien le nettoyer, bien mettre le produit qu'on a dit. Et après, pour verser de l'eau bouillante, il faut d'abord essuyer avec une serviette sec tout l'évier, parce que s'il y a encore de l'eau à l'intérieur, de gouttes de l'eau, ils vont refroidir l'eau qu'on va verser. Et c'est dommage, on ne fait pas les choses comme il faut. Alors il faut bien nettoyer, il faut bien le joint au milieu. Des fois il y a une vis, on peut l'ouvrir dans l'évier pour nettoyer, parce qu'autour il y a des saletés qui s'accumulent pendant toute l'année. Et après on verse de l'eau bouillante dessus. Et d'abord il faut essuyer, après l'eau bouillante. Et on s'éloigne doucement de l'évier, on s'éloigne vers le plan de travail. Concernant la hotte, il est déconseillé d'utiliser la hotte pendant Pessah. Il faut bien la nettoyer, mais ce n'est pas cachérisé, parce que c'est très dangereux, parce que comme il y a les marmites en bas, alors c'est possible qu'il y ait avec l'humidité, avec la vapeur, ça peut tomber dans la nourriture. Et on a dit à Pessah, Chametz bekol shu chayav karet. À Pessah, que ce soit la plus petite, minime de quantité de Chametz qu'on consomme, c'est très dangereux. Alors il faut bien nettoyer, il faut bien frotter la hotte et l'envelopper avec un film, avec un cellophane. Il faut bien l'envelopper avec cellophane et on ne peut pas le cachériser, il faut faire très attention. Concernant le lave-vaisselle, il faut bien le nettoyer, et il faut le mettre en marche à vide, évidemment, avec le produit qui en lave la vaisselle. Mais il faut le monter à la température la plus élevée, et il faut la mettre la fonction la plus longue possible qu'il y a dans le programme de la machine. D'accord? Mais ne pas oublier toujours, avant de cachériser, on ne l'utilise pas pendant 24 heures. On nettoie bien comme on a dit. Et après qu'on a attendu 24 heures, on le met en marche avec le produit très chaud. Concernant les plateaux, il est préférable de faire agala mikli rishon. D'accord? Et si on ne peut pas, alors on le fait. Je parle des plateaux le plateau qu'il y a dans la machine à laver vaisselle, là, pas les plateaux où on mange.
les plateaux de la machine à laver. Alors il est préférable de prendre de l'eau bouillante, mais clirichonne et de verser dessus quand encore ça bout. Si on ne peut pas faire ça, parce que c'est grand et ça ne rentre pas dans l'évier, etc., on les laisse dans la machine et quand on la met en fonction pendant 1 heure, alors on laisse à l'intérieur les paniers, ça ne s'appelle pas les plateaux, ça s'appelle les paniers, on les laisse à l'intérieur. Et comme ça devient kasher. La plata de Shabbat, il y a un problème dans la plata de Shabbat. Il y a un problème, un très très gros problème. Pourquoi? Parce que la plata de Shabbat, elle est bouillante. C'est considéré comme le feu. Et nous, on a l'habitude de prendre des chalotes, 1/2 heure avant le repas, de mettre sur la plata. Comme ça, ils sont chauds, ils sont croustillants. Il y a des gens qui mettent les croissants dessus. Shabbat, on a le droit, c'est sec. Alors la chose est, qu'on a dit au début du cours, quelque chose de chametz qui était en contact avec le feu à sec, il faut faire l'iboun, avec un chalumeau. Tu ne peux pas cachériser ta plata avec un chalumeau. Alors une plata que tu as mis les chalotes dessus, etc., c'est un problème. Chacun y fait comme il veut. Mais une plata que tu n'as pas mis le chametz dessus en contact direct sur la plata, tu as mis la chala sur la marmite de la daf ou sur je ne sais pas quoi, d'accord? Alors ce n'est pas un problème, tu peux cachériser. Alors comment on cachérise la plata de Shabbat? On doit bien la nettoyer, bien frotter en bas, sur le côté, partout, avec des produits très très forts. On la sèche et après on verse de l'eau bouillante dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est fait pour, la plata elle ne va pas s'abîmer. Et après on la laisse allumer pendant 2 heures et après on l'enveloppe bien avec des papiers alu pendant toute la fête. Le bouilloire électrique, en réalité, on n'a pas besoin de le cachériser. Il faut bien le nettoyer, c'est tout. Nous, on a l'habitude de les faire bouillir avec un peu de myrrhe à l'intérieur. On met de myrrhe, on les laisse bouillir une seule fois et après, c'est fini. Maintenant, le kumkum de Shabbat. Comme on a à la synagogue en bas, le kumkum de Shabbat. Alors, si on a mis du pain en haut, c'est un problème. C'est un problème, comme on a dit depuis tout à l'heure. Si on n'a pas mis du pain à l'intérieur, alors on peut le laver et le nettoyer, comme on a dit tout à l'heure pour la plata de Shabbat. Concernant la machine espresso. Alors la machine espresso, c'est possible que dans l'année, on a utilisé des capsules avec des arômes. Alors, c'est pas kasher, c'est chametz. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien la nettoyer et la mettre en marche sans capsule. Une seule fois, ça suffit. Et c'est bon. On n'a pas besoin plus que ça. Il n'y a rien à faire. On la nettoie, on la lave bien comme il faut et on la met en marche. Et on peut utiliser les capsules d'un espresso, je dis bien, sans arôme. Il y a même les Hercher dessus. Vous partez dans n'importe quel magasin espresso ici, à la rue Scribe, je sais, au métro Peraya là-bas, c'est marqué kasher, Rabbanou, Tratam Sofer, etc. Toute l'année, c'est kasher, mais pas pour Pessah. Il faut faire très attention. Chaque chose qu'il a à Rome, il faut qu'il y ait le Hercher dessus. On va parler tout à l'heure de ça. Les biberons pour les bébés, et les tétines et toutes ces choses-là, il est préférable d'échanger. Surtout si on a utilisé avec des céréales. Si on ne peut pas financièrement ou à cause de la situation d'aujourd'hui, alors on peut les cachériser comme on a expliqué tout à l'heure avec de l'eau bouillante, mikli rishon, etc. Comme on a expliqué pour le verre, c'est la même chose aussi pour le plastique. La table, il faut bien la laver, bien la nettoyer avec le produit qu'on a dit, noten tam, livgam, javel, chacun qu'est-ce qu'il a chez lui à la maison, et après mettre une nappe. Et s'il ne peut pas cachériser parce que c'est en verre, il a peur que ça va s'exploser, il ne peut pas verser de l'eau bouillante dessus parce que c'est bois, alors il la nettoie un maximum et il met 2 nappes. Pas une seule nappe, il met 2 nappes. Et il faut faire attention, si dans l'année on a mis des marmites bouillantes sur la table, il faut faire un hercher parce que c'est chaud. Alors la matière elle a dilaté et elle a absorbé. Alors ça ne suffit pas seulement le nettoyage, il faut même mettre de l'eau bouillante. Concernant le mixeur, le kenoud où on fait la pâte pour Shabbat, le pain pour Shabbat, on ne peut pas le cachériser, c'est très compliqué, c'est très dur, on prend beaucoup de risques. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie de faire cette folie-là, alors il faut qu'il il démonte, on dit en français, en pièces, il le nettoie, et il le cachérise dans Agala Kli Rishon. D'accord? Mais ça prend des heures, chacun avec sa conscience. Il faut faire attention, tout ça à condition qu'on l'a utilisé à froid et pas des choses piquantes. D'accord? Alors si on a utilisé avec des choses piquantes de l'eau, il faut faire un agala, le khumra, d'accord? Il faut faire un agala beaucoup plus approfondir. Alors on a expliqué c'est quoi
le plan de travail, la machine à laver, les habits. Il n'y a pas à cachériser, mais seulement il ne faut pas oublier, il y a un filtre en bas, il y en a qui ont à gauche, à droite, ouvrir cet endroit, il y a de l'eau qui va couler, alors mettez une bassine pour vider, parce que là-bas, ça stocke toute la saleté des fois. Vous allez trouver là-bas des trésors, vous allez trouver là-bas des bonnes choses. Il faut nettoyer ça avant Pessah. Le chauffe-biberon, si on l'a utilisé qu'avec de lait, alors on le nettoie et on verse de l'eau bouillante dessus et c'est bon. Si on l'a utilisé avec des céréales, alors il faut le démonter, il faut le cachériser, d'accord? Et après, si c'est possible de le faire tremper, si c'est possible, je dis, qu'il n'y a pas d'électricité, etc., alors on le fait, parce que des fois ça se démonte en deux parties, c'est pour ça que j'ai dit on démonte, pas où il y a l'électricité, on ne peut pas toucher à ces choses-là. C'est dangereux. Je parle qu'on peut, alors on le trempe dans de l'eau, sinon dans Kili Rishon. Le verre de Kiddush en argent, s'il y a des motifs, on ne peut pas le cachériser, on ne s'amuse pas avec. S'il n'y a pas de motifs, alors on peut le faire cachériser. Comme on cachérise le verre. Une cocotte minute, il faut la démonter en pièces. Il faut bien la laver avec le produit. Il faut attendre 24 heures et après 24 heures faire agala. La tremper carrément dans une autre marmite énorme. J'espère que vous avez des grosses marmites comme ça à la maison. Il faut avoir 10 gosses. Mais c'est rare d'avoir des marmites. Mais chacun il fait comme il peut. D'accord? L'ouvre-boîte, que ce soit électrique ou manuel, on le nettoie bien et on n'a pas besoin de faire ni un gala ni rien du tout, ça suffit de les nettoyer. L'aspirateur, n'est pas oublié de vider les sacs qu'il y a dans l'aspirateur avant la fête, parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de chametz. La balance de la cuisine, il y a des gens qui font des gâteaux, alors ils mettent dessus des farines, etc. C'est pas cachérisable, ça va, on peut s'en passer à Pessah. La planche à découper, il faut faire attention. Qu'il faut prendre la planche en bois, quand on coupe, alors il y a des coupures là-bas, il faut prendre un papier vert, ça s'appelle, et bien frotter, bien cachériser comme il faut, et après faire agala. Mais il faut faire attention, c'est déconseillé. Baruch Hashem, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une abondance énorme qu'on peut acheter. La situation, elle ne nous permet pas de sortir, mais chacun y fait comme il peut. C'est pour ça que j'explique comment on fait avec la planche de travail, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Shinaim Totavot, c'est le dentier, je crois on dit en français. On fait agala klisheni. On prend la bouilloire et on verse dans un verre. Et cette verre-là, on le verse sur le dentier pour faire ercher. Alors le grille-pain, impossible de cachériser, on ne s'amuse pas avec. Tous les jouets des enfants, vous prenez un seau ou une grosse marmite, vous le remplissez de l'eau chaude, pas bouillante, de l'eau chaude. Vous mettez à l'intérieur un bouchon de javel ou un bouchon d'un produit un peu fort. Un bouchon, je n'ai pas dit beaucoup, n'ayez pas peur. C'est minime par rapport à la quantité d'eau que vous allez mettre. Alors ce n'est pas nocif pour les enfants. Un bouchon de javel, on les laisse comme ça pendant 20 minutes et c'est bon, après on peut. L'aminoir, ce n'est pas cachérisable. Birkat Amazon, les birkonim qu'on a utilisés toute l'année, il y a des choses qui se sont collées, alors on ne s'amuse pas avec. Tous les livres qu'on sait qu'il y a de Hametz dedans, on ne s'amuse pas avec. S'il y a des livres qu'on veut utiliser pour Pessah, il faut les nettoyer, il faut ouvrir page par page, il faut presque page par page, il faut les nettoyer, etc. Alors la louche, une louche pour prendre comme ça. Si la manche elle est en plastique ou en bois, on ne le cachérise pas. On a l'habitude de ne pas cachériser. Mais si elle est tout en fer, en chair, on peut le cachériser à gala, comme toute matière d'inox, comme on a expliqué. La nappe de la table, qu'elle soit de n'importe quelle matière, on le fait rentrer à la machine à laver, et c'est bon, il n'y a pas de problème. Passoire, incachérisable. On a dit porcelaine, incachérisable. Le tamis, il est incachérisable. Les thermomètres, des fois on a des thermomètres professionnels ou pas professionnels pour avoir l'huile, ou celui qui s'amuse avec le sucre pour faire des choses. Si tu l'as utilisé avec à chaud pour voir la température, mais vraiment une température plus que 60 degrés, alors il faut faire à gala. Sinon, tu as utilisé ça pour le froid, et moins que 40, alors on a le droit de les nettoyer, etc. et ça suffit. La voiture, il faut bien la nettoyer, on doit cachériser la voiture c'est une propriété à nous. Et c'est marqué dans la Torah, Lo yiraev ve lo yematze,
que tu n'as pas le droit d'avoir dans ta possession. Et dans la possession, c'est la voiture qu'elle t'appartient, qu'elle appartient à la société, et que c'est toi qui conduis, elle est à toi. Même si tu travailles à la RATP et tu rentres chez toi à la maison avec le bus et le lendemain tu vas avec au travail, c'est considéré que c'est à toi. Même que ça appartient à la coopérative. En Israël, c'est comme ça, moi j'ai dit RATP parce qu'on est en France, mais Eged, c'est une coopérative, c'est un bus que tu le gardes et tu travailles avec. Même qu'il appartient au bien de la coopérative, mais même pilote, si tu travailles à Air France et il y a un pilote que tu le pilotes tous les jours, tu fais la navette entre Paris et Nice, c'est comme qu'il t'appartient, tu dois cachériser, tu dois faire les choses comme il faut. Maintenant, concernant les produits pour acheter à Pessah, il faut faire très très attention. En France, il y a beaucoup de produits avec beaucoup de tampons des rabbins qui ne sont pas connus. Alors la première chose est comme ça. Si c'est marqué kasher les Pessah, c'est pas kasher. C'est pas kasher, bichlal. S'il n'y a aucune autorité rabbinique. Maintenant, si c'est marqué kasher les Pessah avec une autorité rabbinique qui n'est pas connue, on doit chercher, on doit appeler. Si on n'arrive pas à avoir des renseignements, c'est pas kasher, c'est comme si c'est pas marqué kasher. Il y a une liste des autorités rabbiniques qui sont reconnues. Et il faut acheter uniquement sur des choses qui sont reconnues. Maintenant en Israël, chez nous c'est comme ça. En France, je ne sais pas comment ça se passe. En Israël, la loi, elle oblige que le tampon il soit directement sur le sac ou sur le carton. Pas mettre une étiquette kasher les Pessah avec l'autorité rabbinique. Je ne sais pas en France si c'est comme ça, on met une étiquette ou c'est imprimé à l'encre, ou je ne sais pas comment, sur le produit. Mais il faut faire très très attention parce qu'il y a beaucoup de vices. Et c'est dommage, vous croyez que vous faites Pessah, et pas seulement vous ne faites pas Pessah, vous rentrez dans des catégories de Chayav Karet, Chaz Veshalom. Alors il faut faire attention. Nous au Maroc, jamais on avait l'habitude de manger chez des gens. Et les gens, ils ne se vexaient pas si on partait leur rendre visite, parce qu'eux aussi, ils ne mangeaient pas chez les autres. On ne mangeait jamais chez des gens, jamais, jamais. Comme ça, on était tranquille. Et personne ne s'est vexé parce que tout le monde y savait ça. Il ne faut pas s'amuser avec le tampon, il faut faire très très attention quand vous achetez quelque chose. Si c'est marqué kasher les Pessah sans autorité rabbinique, c'est chametz. C'est pas kasher du tout. Il faut que ce soit une autorité rabbinique. D'accord ? Maintenant, tous les produits pour nettoyer la maison, on n'est pas obligé d'acheter kasher, mis à part pour laver la vaisselle. Pourquoi ? Parce que ça rentre en contact direct avec la vaisselle et on craint qu'au moment que tu laves avec de l'eau chaude, alors la matière elle se dilate et elle absorbe, et au moment que tu vas cuisiner, elle va relâcher qu'est-ce qu'elle a absorbé, et on a dit chametz bemashu chayav karet, même si c'est minime, c'est assourd, même si c'est minime, c'est assourd. Alors il faut faire attention. Uniquement, il faut faire attention pour le mire avec Karcher. Pour la brosse à dents, et il faut avoir neuf, et pour les dentifrices, il faut avoir kasher les Pessah parce que ça rentre dans la bouche. Mais tous les autres produits, on n'est pas obligé. Par exemple, tout le maquillage de la femme, on n'est pas obligé kasher les Pessah, mais seulement le rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres, ça se met dans la bouche. Tout ce qui rentre en contact avec la bouche, il faut faire attention. Quand on achète la viande pour Pessah, celui qui a la chance de pouvoir aller acheter la viande pour Pessah, Chazak ou Baruch, il ne faut pas dire c'est la viande pour Pessah, parce que le mot Pessah, ça veut dire sacrifice. Et quand tu achètes la viande et tu dis c'est pour Pessah, tu dis que c'est pour le sacrifice. Alors si tu dis que c'est pour le sacrifice, ça devient Hekdesh, ça devient un aliment que tu ne peux pas le consommer. Ça devient comme un korban et il y a un problème halachique, et pas seulement pour la viande. C'est le même problème pour les poissons, pour les poulets, il ne faut pas dire c'est pour Pessah. Il faut dire c'est pour la fête. Pour la fête. Concernant les médicaments, à partir du moment qu'il y a un risque, d'accord, qu'il y a à l'intérieur d'amidon ou toute chose qui est chametz, alors ça dépend. Si c'est des médicaments qui n'ont aucun goût, ou peut-être même qu'ils ont un goût amer que ce n'est pas mangeable, il n'y a aucun problème, tu peux. Mais à partir du moment qu'ils ont un bon goût, comme les médicaments qu'ils font pour les enfants, les sirops pour les enfants, il y a au goût du miel, il y a au goût de fraises, au goût des bananes, c'est assourd. On n'a pas le droit, c'est assourd de l'utiliser. On ne le prend pas. Maintenant, il y a des médicaments qu'on est obligé de les prendre, qui sont vitaux. Chacun il va demander à son vital ou vitaux, je ne sais pas comment dire en français, mais chacun il doit demander à son rave et demander à son pharmacien s'il est religieux, s'il a des connaissances un peu, on peut avoir confiance. D'accord ? Concernant les médicaments, ok, j'ai dit en gros, on n'a pas le temps parce qu'on a dépassé le temps.
Concernant les médicaments, on peut le vendre s'ils ont un goût. Et Bezrat Hashem, on n'aura pas besoin d'utiliser à Pessah. On peut le vendre pendant Pessah. D'accord? Tous les médicaments naturels et homopathiques, on n'a pas le droit de les utiliser à Pessah. Tout ce qui est naturel, on n'a pas le droit de les utiliser. Tout ce qui est médicaments bio, on n'a pas le droit. Tout ce qui est médicaments homopathiques, on n'a pas le droit de les utiliser. Concernant les pommades et les piqûres, les injections, il n'y a aucun problème halachique. Il n'y a aucun problème halachique. On a le droit de les utiliser. Alors il faut faire attention, il y a une liste des produits qui sont cachés, que le consistoire de Paris il faut se baser sur ça. Il faut se baser sur cette liste-là. Il faut faire attention, il faut évidemment donner la préférence aux produits avec Hercher, pour la simple raison qu'on a la conscience tranquille et qu'on fait les choses comme il faut, et mis à part pour faire travailler les magasins cachers avec toute la crise qu'on est en train de passer, et les ventes ils ont baissé, il faut faire travailler nos frères, alors il faut faire attention à ces choses-là, d'accord, quand on achète les choses, etc. Ok, un malade qui est en danger, on n'a pas le temps d'expliquer, mais une seule chose qu'on est obligé d'écouter le médecin. Si le docteur il t'a obligé de prendre quelque chose qui a du hametz à l'intérieur, tu fais ce qu'il te dit le médecin. Et si tu joues le malin, tu es considéré comme un assassin. Tu es considéré comme un assassin. Quelqu'un qui n'est pas en danger, d'accord, il n'a qu'à choisir des médicaments qui n'ont pas de goût et on peut les trouver. Ok, la halakha, c'est lui qui quitte la maison à Pessah. Je ne pense pas que ça nous concerne cette année. On est tous à la maison chez nous. Alors, concernant Bdikat Hametz, etc., mais ça ne nous concerne pas cette année, tous on est chez nous à la maison. Alors Rabotai, on va s'arrêter là. Je souhaite Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, refoua shlema, refoua nefesh, refoua aguf Be'ezrat Hashem, lekol cholé amo Israël, à tous les malades Be'ezrat Hashem, que ce soit en général tout le monde entier, juif et non juif, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il nous enlève cette épidémie, qui nous enlève cette peur, qui nous enlève cette crainte, qui nous envoie la refoua shlema, refoua nefesh, refoua aguf, parnasa tova, shlom bayit, ahava, ve'achva, shalom ve're'ut, et que chacun se souhaite Pesach kasher ve'sameach, et le shana haba bi'Yerushalayim abnouya Be'ezrat Hashem, kol tov.